On va parler de la désorganisation profonde de l'armée russe. On a vu notamment cette séquence. Arrêtez, on est avec vous. Quoi? Blessure par balle, putain de balle. On est avec vous, on est avec vous. On est ensemble, on est ensemble. Comment c'est possible que les Russes se tirent dessus entre eux? Là, ce que vous avez vu, c'est des Russes qui tirent sur d'autres Russes et qui se blessent par balle. Comment c'est possible? Tout est possible. Vous pouvez même prendre l'armée française pour la première... non, pas les Français, c'était les Britanniques et les Américains pour la première guerre du Golfe. Ils se tiraient dessus? Ils se tiraient dessus, mais pas volontairement. C'est que dans le combat, pour s'identifier à distance, c'est très difficile. Donc, c'est ce qu'on appelle des tirs fratricides. Ils ont toujours existé. D'ailleurs, le côté occidental fait tout pour éviter que cela n'arrive. Notamment, quand on a un appui aérien, se faire tirer à terre, ça pose un problème. Aujourd'hui, on voit bien, même dans ce cadre-là, c'est des choses qui arrivent. On ne peut pas identifier le combattant. Et puis, vous regardez si on regarde un petit peu les uniformes des uns ou des autres, il y a quand même beaucoup de similitudes. Je rappellerai qu'avec l'uniforme en temps de guerre, c'était comme ça avant, c'était surtout pour se distinguer de l'autre, de l'ennemi. Là, ils se ressemblent, c'est les mêmes couleurs. Ils se ressemblent, donc il y a des tirs fratricides. Ils ont quand même des grosses aides, les Russes ont quand même des grosses aides partout, ils ont des équipements. Je ne sais pas s'ils ont des grandes aides sur leur poitrine ou dans le dos, parce que ça fait un peu cible, si je peux me permettre. Là, on les voit sur cette vidéo. Ils devraient, je sais pas, s'observer à la jumelle, éviter de se tirer dessus. Le risque n'est pas d'autant plus grand quand, on l'a vu au début de la guerre, on a des documents, on va entendre tout à l'heure à 15h sur LCI Pavel Filatiev, quand le soldat russe, en l'occurrence, ne sait pas où il est et qui il doit combattre. Parce que là, vous voulez dire, c'est sans doute l'inévitable, mais ils ne savaient pas du tout où ils étaient, ni qui était l'ennemi. Donc dans ces cas-là, les risques de bavure sont encore plus importants. Ah oui. Alors moi je crois qu'on a surtout un petit tropisme de modernisme du XXIe siècle, ayant qu'on sait tout ce qui se passe sur le terrain. C'est normal ça, c'est la guerre. Les soldats partent sans savoir ce qu'ils vont faire. Je n'ai pas dit que c'était normal. Un chef informe ses subordonnés de la mission, de ce qu'il va faire, où se trouve l'ennemi, comment on va s'y prendre. Si ce n'a pas été fait, là, il y a un problème. Là, on voit, je ne sais pas, je connais pas le contexte, je ne sais pas s'il y a 3, 5, 10 péniches de débarquement, je pense que c'est un peu ça, qui est là. C'est des images qui ont été retransmises par celui qui était à bord. Donc, dans le contexte comme ça, oui, on ne comprend pas. Maintenant, est-ce que ce n'est pas un bateau qui a été isolé, peut-être sur le Dniepr, je pense. Exactement. Sans doute, on n'est pas de Kherson. Donc, on est dans le brouillard de la guerre d'un côté, puis aussi l'incertitude du combat. La guerre, ce n'est pas comme dans un jeu vidéo où on sait exactement tout ce qui se passe. Il y a une part d'incertitude, des parts d'erreurs, des méconnaissances, mais le principe de toute unité constituée, c'est un chef, une mission, des moyens. Le chef donne ses ordres, explique à ses subordonnés comment ça se passe, où on va, fait une caisse à sable et indique où on va. Donc normalement, chacun doit savoir. C'est quoi une caisse à sable? Caisse à sable, vous prenez, par exemple, même sur la Terre, vous expliquez exactement où se trouve l'ennemi, où vous êtes, par quel chemin vous allez passer, quelle est la mission. C'est-à-dire que vous faites un sorte de graphique physique de la mission que vous allez accomplir. C'est ce qu'on apprend, c'est le b.a.-ba. Ok, je retiens les caisses à sable. Vous parlez effectivement des uniformes qui se ressemblent, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un énorme problème de matériel chez les Russes? C'est un coup de blues, toujours dans ce reportage de Jérôme Garraud, Michael Merle et Elena Dabak, toujours dans le Donbass, un soldat russe se plaint de son matériel dans la tranchée. On voit que les Ukrainiens sont de mieux en mieux équipés avec les armes occidentales. Nous, on lutte avec les armes de nos ancêtres. En face, ils sont habillés par l'OTAN avec des gilets pare-balles plus résistants, par exemple. Mais parfois, on en récupère. Ce sont nos trophées. Vous avez été responsable national de la France auprès de l'OTAN. C'est un vrai sujet, ça. Il y a un coup de blues des Russes qui voient manifestement que les Occidentaux arment les Ukrainiens et qu'il y a manifestement une grosse différence de matériel. Alors je spécifie auprès de l'OTAN en tant que dans la doctrine des opérations sur l'information et la communication en temps de guerre. Donc déjà, on peut déjà relativiser un certain nombre de choses. Là, on a effectivement un reportage très bien fait, qui montre d'ailleurs qu'un peu la réponse d'un reportage qu'on a eu de très bien fait sur les Ukrainiens de l'autre côté. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a aussi effectivement cette remarque sur l'armement de l'OTAN, mais c'est une réalité. L'armement de l'OTAN occidental est performant par rapport au matériel soviétique devenu russe. Moi, en tant que lieutenant et capitaine, puis capitaine, blindé, je me préparais à lutter contre l'ennemi soviétique équipé des mêmes chars qu'on voit aujourd'hui. En gros, les T-62, T-72, du vieux matériel. Ils ont sans doute évolué techniquement à l'intérieur, mais on a les mêmes matériels. C'est là qu'on peut se poser la question de savoir si vraiment l'armée russe était prête au combat. C'est là en termes d'équipement. Poser la question, c'est un peu sous-entendre que non, non?
Vu le nombre de pertes, de destructions qu'ils ont subies, oui, ils n'étaient pas prêts au combat. Maintenant, ils n'étaient pas prêts au combat en termes d'équipement, manifestement, parce que face à l'Occident, on voit que l'Occident, par son industrie d'armement en général, est capable de faire le contrepoids, ce qui permet de rappeler quand même, il est bon d'avoir des armées bien équipées du côté occidental. C'est un détail, mais je pense que ça devient important. Le message est passé, général. Voilà, je le dis au passage. Et puis de l'autre côté, effectivement, on a des équipements qui sont obsolètes, mais moi, ce que je remarque... là-dessus, j'aimerais juste qu'on regarde, Oui, regardez les casques russes. La balle est entrée par ici et ressortie par là, à travers le casque. Je ne sais pas de quel matériau il s'agit. On dirait du plastique. Ici, sur le dessus, les gars l'ont simplement frappé. Je peux l'arracher avec mes mains et c'est tout. C'est incroyable, non, de partir au front avec ça? Moi, ça me stupéfait. Je dirais que... Mais on revient aussi à une réflexion sur ce qu'est l'armée russe aujourd'hui par rapport à une armée occidentale. Une armée occidentale a le souci des pertes et de l'humain. Tout homme perdu au combat est presque une défaite pour nous, même si on accepte la perte. Du côté russe, ça n'a pas l'air d'être le cas. Si on voit ce type d'équipement, ça veut dire que tout n'est pas fait pour le protéger. Je crois qu'aussi dans le même reportage qu'on nous a présenté il y a quelques instants, on parle plutôt de gilets pare-balles peu performants. Oui. Vous allez me dire que ça fait quand même qu'une quinzaine d'années qu'on a des gilets pare-balles. Hein. Mais néanmoins, c'est une vraie réflexion sur la qualité des équipements, évidemment, de l'industrie russe. J'ai une toute dernière question à vous poser. On va voir la ligne de front russe. Regardez, c'est très étonnant. On va vous parler de Wagner. En première ligne, les prisonniers Wagner, chair à canon, il n'y a pas d'autre mot. Derrière, les troupes barrières qui sont chargées de leur tirer dessus si jamais elles désertent. Ensuite, les soldats mobilisés. Et enfin, les soldats professionnels. Qu'est-ce que ça dit de la Russie? J'avoue que déjà, cette information-là m'interpelle. Parce que je ne sais pas comment on peut se battre correctement si on sait que derrière, si on recule, ce qui peut arriver, on se fait descendre, pour parler clairement. Donc comment arriver à avoir des unités professionnelles au combat dans ces conditions-là? Ensuite, effectivement, le cas des prisonniers. C'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs jours. Les prisonniers, chair à canon, une unité de 500 hommes, il y en a 2 qui rentrent. Exactement. Voilà, donc 99% de décès. Moi, je ne crois pas aux combattants recrutés dans les prisons parce qu'en fait, il n'est pas motivé. Un soldat efficace, c'est un soldat qui est motivé par ce qu'il fait. Donc maintenant qu'on est de la chair à canon, j'aime pas le terme, hein, je vous le dis très honnêtement, ce sont des humains qui se font tuer. J'ai du mal à comprendre comment ça puisse être efficace sur le terrain. Donc je ne vois pas l'intérêt militaire. Et en effet, ça